Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'examen de rattrapage de la session de printemps, c'est-à-dire juin 2018. Alors, c'est le sujet que vous avez sous les yeux. Alors, c'est en 3 exercices. Alors, on va commencer par l'exercice 1. Alors, exercice 1, on considère l'ensemble F. Exercice 1. Donc, la première question considère l'ensemble F des polynômes dans R2 de X, dans R3 de X, qui s'écrivent sous la forme A plus 1x plus bx3 avec 1 et b dans R. Alors, la première question nous demande de montrer que c'est un sous-espace vectoriel de R3 de X. Alors, si je n'avais pas la deuxième question, c'est-à-dire déterminer une base de f, j'aurais répondu à la première question en disant que f contient le polynôme 0, c'est-à-dire je prends a et b égale à 0, et j'aurais montré la stabilité pour l'addition et pour la multiplication externe, chose très facile. Mais comme j'ai la deuxième question et que je suis en examen, donc je dois gagner du temps. Et donc je vais montrer que f s'écrit vecteur grand A, si vous voulez, une partie A. Et donc ce sera un sous-espace vectoriel. Et après, donc, pour déterminer une base, c'est-à-dire pour répondre à la deuxième question, il suffira de montrer que le A que j'aurais trouvé est une famille libre parce qu'elle est génératrice à partir de la première question. Voilà, donc je vais prendre un polynôme soit P appartenant à F. Je sais qu'il existe un A et un B dans R, tel que P s'écrit A plus 1x plus bx3. Alors, ce P, comment je vais l'écrire? De manière plus simple, ce sera A facteur de 1 plus x plus bx3, et je ne peux pas faire mieux. Ça veut dire que P s'exprime en fonction du polynôme 1 plus x et le polynôme x3. Et donc, je peux dire que F, c'est le sous-espace vectoriel engendré par la partie constituée de deux polynômes, 1 plus x et x3. Donc, F est un sous-espace vectoriel. Est un sous-espace vectoriel de R3 de X. Très facile. Deuxième question nous demande de déterminer une base de F. Alors, comme F c'est vecteur 1 plus X, X3, je peux dire que, d'après la première question, j'ai 1 plus X, point virgule X3, est une famille génératrice de F. Donc, il suffit de montrer qu'elle est libre. Alors, libre, c'est très facile, montrant que 1 plus x, 1 virgule x3 est libre. C'est facile, soit alpha, bêta dans R tel que... Je peux dire que ce sont deux polynômes de degré strictement croissant, donc c'est libre d'après le résultat du cours. Mais si on ne veut pas utiliser le résultat du cours, c'est facile, tel que alpha fois 1 plus x plus bêta x au cube égale 0. Et donc ça entraîne que alpha plus alpha x plus bêta x au cube égale 0. Et ça entraîne que alpha égale 0 et bêta égale 0. Donc, la famille est libre et par conséquent, donc,
x au cube est libre. Et par suite, c'est une base 1 plus x au cube est une base de f. Et donc, je peux en déduire que la dimension de f, c'est 2. Alors, troisième question. On nous donne P1 égale 1, le polynôme constant, et P2 égale 1 plus x carré, et G égale au sous-espace vectoriel engendré par P1, P2, montrer que f plus G est égal à R3 de x. Alors, P1 égale 1, P2 égale 1 plus x carré, et G égale vect P1, P2. Alors, on peut remarquer que P1, P2 est libre, c'est facile. Donc, je peux dire que la dimension de G, c'est 2, puisqu'il a une base de 2 vecteurs. Donc, dimension de G est égale à 2. Alors, montrer que f plus G est égal à R3 de x. Alors, f plus G égale R3 de x. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Donc, on a dimension de f plus dimension de G égale 2 plus 2 égale 4, qui est la dimension de R4 de x. Qu'est-ce qu'il reste à montrer? Il reste à montrer que f inter G est réduit à 0. Montrons que f inter G est réduit au polynôme nul. Alors, on a toujours l'inclusion f inter G contenue dans contient 0, puisque 0 appartient à f et appartient à G en tant que sous-espace vectoriel. Et il nous reste à montrer que donc, f inter G est contenu dans 0. Donc, je prends soit P, un polynôme dont f inter G. Alors, P appartient à f inter G équivaut à P appartient à f et P appartient à G, qui équivaut à... Alors, pour f, il existe un alpha, un bêta dans R tel que P s'écrit dans la base de f, c'est-à-dire alpha 1 plus x plus bêta x au cube. Et il appartient à G, donc il existe un gamma et un delta dans R, tel que ce même P s'écrit gamma fois 1 plus delta fois 1 plus x au carré. Alors, ça implique que, donc je fais P moins P. P moins P, ça va donner alpha 1 plus x plus bêta x au cube moins gamma fois 1 moins delta fois 1 plus x au carré égale 0. C'est P moins P. Qui implique, donc, je regarde mes... Bon, un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Et là, je vais donc mettre ce qui est en constante, c'est alpha moins delta, moins gamma moins delta égale 0, coefficient de 1. En x, j'ai alpha tout seul, égale 0. En x carré, j'ai moins delta. En x cube, donc j'ai moins delta, moins
en x cube, en x carré, je donne moins delta, c'est ça. En g bêta égale 0 en x cube. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai alpha égale bêta égale delta égale 0, donc égale aussi gamma. Ça entraîne que alpha égale bêta égale gamma égale delta égale 0. Et donc, mon polynôme P est égal à 0. Et donc, si je récapitule, j'ai f inter g qui est 0. Et j'ai dimension de f plus dimension de g égale dimension de R3 de x. Tout ça, ça entraîne que f plus g égale R3 de x, somme directe. Exercice 1, terminé. Exercice 2. Alors, exercice 2. On me donne A une matrice carrée d'ordre n, telle que A au carré moins 2A plus IN égale 0. Donc A, qui est une matrice carrée d'ordre n, telle que A au carré moins 2A plus IN. IN, c'est la matrice unité d'ordre n. Montre que A est inversible et calculer son inverse. Alors, première question. A au carré moins 2A plus IN égale 0. Ça entraîne que, vous savez qu'une matrice 1 est inversible s'il existe un A' tel que 1 fois A' est égal à IN. Donc là, je vais prendre, donc ça va faire moins A au carré plus 2A égale IN. C'est-à-dire, en mettant A en facteur, ici, ça va faire moins A plus 2. Alors, ne jamais écrire plus 2, ça c'est l'erreur qu'on voit sur les copies. Une matrice plus un nombre, ça ne veut rien dire. Donc 2, le 1, l'élément neutre de la multiplication dans les matrices carrées, c'est IN. Donc c'est 2 fois IN égale IN. Ça veut dire que A est inversible, donc ça implique que A est inversible, puisque j'ai une matrice A' telle que A fois A' égale IN. Et A moins 1, son inverse, c'est moins A plus 2 IN. Donc je répète, l'erreur qui se fait assez couramment, c'est qu'on me mette plus 2 au lieu de plus 2 IN. Alors, deuxième question. On pose n égale a moins IN. Calculer n au carré. N égale a moins IN. Calculer n au carré. Alors, n au carré, c'est a moins IN au carré. Alors, on sait que on peut élever au carré avec les identités remarquables si le produit est comme si deux matrices commutent, n'est-ce pas? Donc ici, normalement, si ce n'était pas IN, si c'était A moins B par exemple, avec un B qui n'est pas IN, A moins B au carré, ça va faire A moins B facteur de A moins B, et donc ça va faire A au carré moins AB moins BA plus B au carré. Et AB n'est pas BA, mais là, on doit signaler que or, A fois IN est égal à IN fois A. Bon, ça, c'est le plus important. Et c'est égal à A, n'est-ce pas? Donc, égal à A. Parce que A, IN, c'est l'élément neutre de la multiplication des matrices carrées. Donc, alors, A moins IN au carré est égal à A au carré moins 2A fois IN,
j'écris comme ça, je développe, plus IN au carré. Alors, c'est égal à A au carré. A fois IN, c'est A, moins 2A. Et IN au carré, c'est IN. Donc, 1 moins IN, N au carré, c'est égal à A au carré moins 2A plus IN. Et ça, on sait que c'est égal à 0, d'après la première hypothèse, égale 0. Donc, N au carré est égal à 0. N au carré égale 0. Ça implique que pour tout n supérieur ou égal à 2, n à la puissance n, on va mettre k, parce que c'est pas le même, bon, on va mettre pour tout cas comme ça, parce que n on l'a pris, c'est l'ordre des matrices. N puissance k est égal à 0. Ça, c'est une petite erreur d'inattention dans l'énoncé. Bon, pas un problème. Donc, n puissance k est égal à 0 pour tout k supérieur ou égal à 2. Donc, j'insiste sur le fait, avant d'utiliser les identités remarquables, hein, il faut signaler qu'on a cette commutativité du produit des matrices qu'on a. Hein. Parce qu'on a... Bon, je vais rappeler dans ça dans la troisième question. Troisièmement, on me demande d'en déduire A à la puissance n, à la puissance k, si vous voulez. A à la puissance k. C'est donc, j'ai n qui est A moins IN, donc A c'est n plus IN. C'est n plus IN à la puissance k. N'est-ce pas? Alors, pour k supérieur ou égal à 2. Ici encore, je dois dire que, je rappelle, donc rappel, si A et B appartiennent à Mn de K, bon disons de R, et AB égale BA, ça c'est l'hypothèse la plus importante. Alors, A plus B à la puissance K est égal à la somme. Donc là, je peux faire la formule de Newton. A plus B à la puissance K, c'est sigma dc K B. A à la puissance P, B à la puissance K moins P, et allant de 0 à K. C'est parce que je peux rassembler les AB avec les BA. Sinon, puisqu'on sait que le produit matriciel n'est pas commutatif, donc je ne pourrais pas le faire si AB n'est pas égal à BA. Ici, donc ça c'est le rappel. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a NI qui est égal à NIN égale IN fois I fois N. Voilà. Donc, je peux utiliser la formule de Newton. D'après la formule de Newton, j'ai A à la puissance K qui est égal à N plus IN à la puissance K, qui est égal à la somme de CKP N à la puissance P I N K moins P, P allant de 0 à K, qui est égal à, nous savons que N au carré est égal à 0, N au cube égale 0, etc. Donc, pour ces produits-là, de NP et NK moins P,
ça s'annule à partir de P égale 0. Donc, P égale 2, je veux dire. Donc, P égale 0, qu'est-ce que ça donne? Ça donne CK0 n à la puissance 0 IN K moins 0 plus CK1 n à la puissance 1 IN K moins 1. Et puis, donc, à partir de n au carré, plus 0. Les autres, c'est 0. Alors, qu'est-ce que ça donne? CK0, c'est 1, on le sait. N puissance 0, c'est IN. IN à la puissance K, c'est toujours IN, donc j'ai IN ici, pour le premier. CK1, c'est K. N à la puissance 1 et IN, K moins 1, c'est ça. Donc, je peux dire que AK, c'est... qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai pas fini. Donc le n, on veut en puissance de a. Donc n, donc j'ai in, encore, égale in, plus k. Alors, n, c'est c'est a moins in. C'est a moins in. Et donc c'est égal à ka plus 1 moins k in pour tout k supérieur ou égal à 2. Donc AK, si vous voulez un M, je vais mettre un M est égal à MA plus 1 moins M et N, quel que soit M supérieur ou égal à 2. Voilà, donc pour l'exercice 2. Exercice 3, il est un peu plus long. F, l'endomorphisme de R3 défini par f de x, y, z égale 2x plus y, moins 3x moins y plus z et x moins z pour tout vecteur x, y, z dans R3. Calculer la matrice A de f relativement à la base canonique B égale E1, E2, E3 de R3. Je rappelle que B, on écrit base entre parenthèses parce que c'est un ensemble ordonné. Donc là, il y a encore une erreur de frappe. Base canonique de R3. Surtout quand on parle de matrice. Alors, la matrice, elle va changer si je change l'ordre des vecteurs. Alors, la matrice A, c'est donc la matrice de F dans la base B. Alors, comment on la trouve? Je le redis encore, c'est F de E1, F de E2, F de E3. Par rapport, donc la matrice, elle démarre ici, par rapport à E1, E2, E3. Alors, f de E1, c'est f de 1, 0, 0. C'est-à-dire que mon x est égal à 1, y et z sont égaux à 0. Donc, ça va donner 2, moins 3. Et on écrit toujours en colonne les coordonnées des vecteurs pour déterminer la matrice. F de E2, E2 c'est 0, 1, 0, donc c'est le Y qui est égal à 1. Et le Z était 1. X et Z sont égaux à 0. F de E3, F de E3, j'ai mis rien en premier. En Z, là j'ai un 1 et là j'ai un moins 1. Voilà. Donc, je remplace X, Y, Z par les valeurs correspondantes pour E1, E2 et E3. Petit 2, déterminer ker, une base de ker F. Je sais que si je prends E égale X, Y, Z, donc
R3. Je dirais que E appartient à car F, ça équivaut à F de E égale 0, qui équivaut à, j'ai un petit système à résoudre. La première équation, c'est 2x plus y égale 0. La deuxième, c'est moins 3x moins y plus z égale 0. Et la dernière, c'est x moins z égale 0. Alors là, c'est facile à résoudre. J'ai x égale z et y égale moins 2x. Et je vérifie la deuxième, elle marche. Donc j'ai x égale z, plutôt z égale x. Alors je vais écrire x dans R. Ça, c'est mon paramètre. Y égale moins 2x et z égale x. Et donc mon U, il s'écrit x moins 2x, x, avec x dans R. Ça veut dire que f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur. Il faut mettre des parenthèses pour le vecteur 1, moins 2, 1, parce que ça c'est x fois 1, moins 2, 1. Et ce vecteur, je l'appelle U1, donc U1, c'est 1, moins 2, 1. On va l'appeler V1 après. Alors, comme U1 n'est pas nul, U1 différent de 0 de R3, ça entraîne que U1 est une base de... Parce que là, on montre qu'elle est génératrice. Là, il faut montrer que c'est libre. Est une base de car F. Et donc, la dimension de car F, c'est 1. Donner une base de l'image. Une base de l'image, je peux savoir le rang, petit 3. D'après le théorème du rang, j'ai rang de F égale dimension de R3 moins dimension de car F, qui est égale à 2, puisque j'ai 3 moins 1. Ça, d'une part. D'autre part, on sait que l'espace image est toujours engendré par les vecteurs f de E1, f de E2, f de E3. Donc, parmi ces 3 vecteurs, je dois en prendre 2 qui sont libres. Je sais qu'il y en a 2, puisque je sais que le rang, c'est 2. Alors, f de E1, je l'ai dans la matrice, f de E2, je l'ai, donc je vais les appeler. Alors, on nous a appelé ça f de E1, finalement, 1 moins 1. Non, donc ils n'ont pas pris ça. Je prends donc image de F. C'est le sous-espace vectoriel engendré par f de E1. Ben, je vais prendre f de E2 et f de E3, tout simplement. F de E2, que je connais. F de E3, que je connais d'après. Donc f de E1, d'après les calculs de tout à l'heure, les calculs de la matrice, donc c'est 1 moins 1, 0. E2, pardon. J'ai pris les plus simples. Hein. 1 moins 1, 0. Et f de E3, on les a, donc c'est 0, 1 moins 1. Et donc j'ai pris donc f de E2, f de E3 est une base de l'image. Je vais les appeler E2 et E3. Là, voilà. F de E2, f de E3 est une base de l'image.
bon, si j'avais pas déterminé le noyau, et que je ne savais pas que le rang de f c'est 2, j'aurais calculé le rang de f de 1, f de 2, f de 3, et il y en aura un qui sera parti. Donc, ils vont être liés, ça c'est sûr, et donc j'en prendrai 2. Et j'en déduirai donc que le rang de f c'est 2. Alors, car f et imf sont-ils supplémentaires dans R3? Sont-ils supplémentaires? Si je regarde, mes vecteurs, f de E2 et f de E3 et le U1, celui-là je vais l'appeler U2, yallah. Et celui-là je vais l'appeler U3. U2, U3 est une base de l'image. Regardons donc U2 moins U3. Qu'est-ce que ça donne? U2 moins U3. Ça va faire 1, 2, 1 moins 2, 1. 1 moins 2, 1. U2 moins U3. Alors ça, c'est une remarque. Si on ne la fait pas, on va voir ce qu'on peut faire. Oh, remarque. Que U1 est égal à U2 moins U3. Ça veut dire quoi? U2 moins U3, c'est une base de l'image. Et E1, c'est une base du noyau. Ça veut dire que le vecteur base du noyau appartient à l'image. Et donc, l'image inter le noyau, c'est car f tout entier, puisqu'il est de dimension 1, et c'est différent de 0. Donc, la somme n'est pas directe. Donc, E1 appartient à IMF. Et donc, IMF inter car f, c'est car f tout entier, parce qu'on a le vecteur de base qui appartient à l'image, qui est différent de 0. Donc, alors la somme n'est pas directe, alors, car f et imf ne sont pas supplémentaires dans R3. Ne sont pas supplémentaires dans R3. Alors, si je n'avais pas fait la remarque, donc je parle là aux étudiants qui n'auraient pas fait la remarque, bon, les jours d'examen, on peut être soit très vif, soit un petit peu plus stressé. Il y a le bon stress et le mauvais stress. Donc, si on n'avait pas remarqué, on aurait pris un vecteur E qui appartient à car f inter imf. On l'aurait écrit, donc s'il appartient à car f, il va s'écrire alpha U1. Et comme il est dans IMF, il va s'écrire bêta U2 plus gamma U3. Et on aurait fait U moins U, ça va donner 0. Et on va trouver que le alpha, bêta et gamma ne sont pas nuls. C'est-à-dire qu'on va trouver une infinité de solutions pour U moins U égale 0, c'est-à-dire pas alpha, bêta et gamma. Et on aurait trouvé U1 égale U2 moins U3 en donnant une valeur à alpha, la valeur 1 à alpha. Donc ça, si on n'a pas remarqué cette écriture, cette égalité. Alors, cinquième question. Cinquième question, considère les vecteurs V1, c'est notre U1 de tout à l'heure, V2 et V3. Montrer que C est une base de R3. Facile. Donc C égale V1, V2, V3, encore entre parenthèses. V1, V2, V3. Pour montrer que
c'est une base de R3, il suffit de montrer que c'est libre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cardinal de C égale 3 égale dimension de R3. Donc, il suffit de montrer que V1, V2, V3 est libre. Donc, il suffit de montrer que C est libre. Alors, libre, c'est très facile à montrer. On peut le faire par le rang, comme on peut le faire... rien du tout, hein, c'est facile. On a rang de C égale rang de... J'écris la matrice. V1, V2, V3. J'ai rien à faire. 1, moins 2, 1. 0, moins 1, 1. Et 0, 0, 1. Ça, vous voyez que le rang est déjà triangulaire. J'ai 3 lignes non nulles. Et donc, le rang, c'est 3. Ça veut dire que C est libre. Rang de C égale 3 égale cardinal de C. Ça entraîne que C est libre. Donc, C est bien une base de R3. Sixième question. Déterminer la matrice de passage P de B à C. Facile. P de B à C. Donc, c'est les coordonnées de V1, V2, V3. La nouvelle base, on la met en haut. Et l'ancienne, on la met sur le côté. U1, U2, U3. Alors, V1, c'est notre U1 de tout à l'heure. V2, c'est 0, moins 1, 1. Et donc, je rappelle qu'on écrit toujours la matrice d'une application linéaire ou bien la matrice de passage en colonne, tout le temps. 0, 0, 1, comme ça, on n'écrit pas la matrice transposée. Ça, c'est les erreurs qu'on trouve souvent. Calculer P2 et en déduire P-1. Alors, d'après la question, je sens déjà ce que je dois trouver en P2. Ça vient avec la pratique. On sait que P est une matrice inversible. On me demande de calculer P2 et d'en déduire P-1. Je sens déjà ce que je dois trouver. Voilà, 0, moins 1, 1, 0, 0, 1, multiplié par la même chose, 1, moins 2, 1, 0, moins 1, 1, 0, 0, 1, et je calcule. Ligne par colonne, donc si je dois regarder par exemple, là je vous mets comme ça des petits points. Si je me situe ici, par exemple, je suis à la deuxième ligne, deuxième colonne, donc je multiplie la deuxième ligne par la deuxième colonne, c'est-à-dire moins 2 fois 0, plus moins 1 fois moins 1, plus 0 fois 1. Et donc, ça va faire un 1. Si je calcule, je ne sais pas moi, ici, je suis à la troisième ligne, première colonne. Donc, je multiplie la troisième ligne par la première colonne. Ça fait 1 fois 1. Plus 1 fois moins 2, plus 1 fois 1, ça fait 2 moins 2, et ça donne 0. Alors, tout calcul fait, je trouve ça. Ça, je vous laisse faire le calcul comme on vous l'a appris. Donc, j'ai P2 qui est égal à I3. Ça entraîne que P est inversible et P-1 égale P. Voilà, il se trouve que la matrice inverse est P elle-même. Huitième question. Montrer que la matrice de F par rapport à la base C est N égale. Alors, si je veux calculer cette matrice N, je dois calculer F de V1, F de V2, F de V3 dans V1, V2, V3. Alors, F de V1, je calcule, c'est F2, 1, moins 2, 1. Je reviens à la définition de F.
2x plus y moins 2x plus y, ça fait 2x plus y, ça fait 0. Moins 3x moins y plus z, moins 3x moins y plus z, ça fait encore 0. Et x moins z, ça fait encore 0, donc ça fait 0. Et ça, on le sait, puisque V1, c'est notre U1 de tout à l'heure qui appartient au noyau. F de V2, je remplace, c'est F2. Alors V2, c'est 0 moins 1, 1. Donc je remplace x par 0, y par moins 1 et z par 1. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve tout calcul fait, moins 1, 2, moins 1, c'est-à-dire moins V1. F de V3, c'est F2, donc V3 c'est 0, 0, 1, et ça on l'avait déjà calculé. C'est 0, 1, moins 1. Et ça c'est moins V2. Là c'est grand 0 de R3. Ça entraîne donc que la matrice N, qui est la matrice de F dans la base C, j'écris C, c'est F de V1, ça c'est en dehors de la matrice, F de V2, F de V3, dans V1, V2, V3. F de V1, on a trouvé c'est 0. F de V2, on a trouvé c'est moins V1, donc c'est moins 1. F de V2, on a trouvé moins V2. Voilà, donc ça c'est notre N. 9e question. Calculer N au cube, puis 1 au cube en utilisant la relation entre A et N. N au cube, on nous demande, donc je dois passer déjà par N au carré. N au carré, c'est 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, multiplié par la même chose, 0, moins 1, 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule ligne par colonne. Alors, on trouve, si vous faites les calculs, des zéros partout, sauf ici. J'ai un 1, et voilà. Ça, c'est N au carré, N au cube. N au cube, N au cube, c'est N au carré fois N. N au carré, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, multiplié par N, qui est 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0. Et là, on calcule, on trouve la matrice nulle. Il n'y a que des zéros partout. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai N au cube égale 0. Matrice nulle. Qu'est-ce qu'on sait? Donc, on me demande d'en déduire 1 au cube. Alors, on a N, donc 1 égale 1, c'est la matrice de F dans l'ancienne base, c'est toujours égal à P fois N fois P moins 1. Donc, ça, c'est les formules de cours. A' égale P moins 1 à P. Et donc, A, c'est P, A', P moins 1. Et notre A', c'est le N. Donc, ça entraîne que A au cube est égal à P. On me demande A au cube. N au cube, P moins 1. Ça, on a déjà vu plusieurs fois. Et N au cube, on a 0, donc ça fait 0. Donc, A au cube est égal à 0. 10e question pour finir. Question 10. En posant M égale 1 plus I3, où I3 est la matrice identité de 3, montrer que quel que soit N,
m à la puissance n est égal à alpha i3 plus bêta a plus gamma a au carré. Donc j'ai m qui est a plus i3. Donc on sait que a fois i3 est égal à i3 fois fois a. C'est-à-dire que j'ai deux matrices qui commutent, donc je peux utiliser la formule de Newton. On peut utiliser la formule de Newton. Alors, m à la puissance n, c'est a plus i3 à la puissance n. C'est sigma d c n k ak i n i3 plutôt n moins k, avec k qui varie de 0 à n. Ça, c'est la formule de Newton avec les CNP que vous connaissez. Donc, c'est égal. Je sais que ça va démarrer à k égale 0, donc c'est toujours C0, CN0. Qu'est-ce que j'ai écrit? CN0 A à la puissance 0 et 3 à la puissance n-0 plus CN1 A1 et 3 n-1 qui est 3 plus CN2 A au carré et 3 n-2 plus 0 puisque a au cube est égal à 0. Donc à partir de a au cube, puisque ça va en montant, les puissances montent, les puissances de a montent, donc j'aurai que des zéros après. Alors c'est n0, vous savez que ça fait 1, a à la puissance 0, ça fait i3, et i3 à la puissance n, c'est i3. Donc là, le premier terme, c'est i3. Cn1, vous savez que ça fait 1, vous savez, alors je vais vous rappeler, a à la puissance 1, c'est a, et i3 puissance n-1, c'est toujours i3 fois a, ça fait toujours a. Plus Cn2, c'est n-1 sur 2, a au carré, et i3 puissance n-2, c'est c'est i3 et donc fois a au carré, ça reste 1 au carré. Donc on a trouvé notre alpha égale à 1, bêta égale n, et gamma égale nn-1 sur 2. Je rappelle pour finir, CNK, c'est factoriel n sur factoriel k, factoriel n-k. Et que pour des puissances finies, on trouve CNK avec le triangle de Pascal. Voilà, donc c'est fini pour cette épreuve.